fais griller ma côte de bœuf en plottant le cul d'une meuf, en chantant. Et je chie sur cette époque, et je chie sur tous les woks, en chantant. Et si ça vous plaît pas, j'irai, oui, me torcher dans vos bras. Nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang, s'il le faut. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang, s'il le faut. Le sang de tes morts, Bâtard, je dis. Je suis le seul cinéaste. Je crois vraiment en Lucifer. J'ai son nom tatoué sur le torse. Sataniste, gay, inventeur du Hollywood trash et surtout grand gourou du cinéma underground américain, Kenneth Anger préfère se définir comme un mage des images plutôt que d'être rangé sous l'appellation bêtement réductrice de réalisateur. Pour ce Californien de 81 ans, féru d'ésotérisme, le cinéma est un rituel magique. Le sang de tes morts, Bâtard, je dis. Kenneth Anger apparaît souvent dans ses propres films déguisé en prêtre occulte. Dès ses débuts à la fin des années 40, il s'engage dans les expérimentations tout azimut, superposant les images les unes sur les autres ou triturant des fréquences sonores inédites dans ses bandes originales. Bien que très courts, ces films sont des objets poétiques, inventant un cinéma totalement sensoriel. Le sang de tes morts, Bâtard, C'est comme si je jetais un sort au public. Mais ça, n'importe quel bon artiste le fait, que ce soit en musique, en peinture ou en poésie. C'est ce que l'artiste est censé faire. Je ne suis pas malveillant à l'égard du public. Je veux qu'il se transcende, qu'il s'élève pour élargir sa vision. Avant d'être l'icône de l'avant-garde, Kenneth Anger est d'abord l'auteur en France, en 59, de la sulfureuse série des Hollywood Babylon. 30 ans avant l'invention de la presse People, il y raconte les frasques des stars du cinéma, du muet à Marilyn Monroe. Partouze, suicide, overdose à Beverly Hills transforme l'usine à rêve américaine en cauchemar. Qu'il connaît sur le bout des doigts pour avoir été dès l'âge de 8 ans un enfant prodige aux côtés de Shirley Temple. En 1947, son premier court-métrage, Fireworks, Feu d'artifice, l'histoire d'un jeune homme torturé par une bande de marins lubriques, est remarqué par Jean Cocteau qui l'invite à Paris. J'ai entendu dire qu'il y avait un festival à Biarritz. J'ai étudié le français au lycée à Beverly Hills, donc je connaissais la France. Et j'ai toujours été fasciné par Cocteau. Il était membre du jury de ce festival. Alors, j'ai préparé un petit colis avec mes films et je les ai envoyés. Je ne me doutais pas qu'ils allaient être présentés. Mais j'ai reçu le prix du film poétique là-bas et une petite lettre de Cocteau à laquelle je tiens énormément. Quand j'ai fait Fireworks, l'homosexualité était illégale. On pouvait vous mettre en prison juste pour avoir approché quelqu'un. Dans
les 60s, Kenneth Anger entre en résonance avec les mouvements qui taraudent la jeunesse américaine. Les expériences sexuelles et psychédéliques deviennent des territoires d'exploration et d'émancipation collective. Anger fréquente les nouveaux gourous de l'autre Hollywood, comme ici Alejandro Jodorowsky, qui va bientôt réaliser El Topo, ou Dennis Hopper, futur auteur d'Easy Rider. C'était excitant, la découverte du LSD. Je m'en suis servi à un certain degré. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour filmer, parce que tu ne peux pas faire le point sur ta caméra. Tourné entre 66 et 69, Invocation of My Demon Brother mixe les images d'un rituel luciférien et les bribes d'un concert des Rolling Stones, préfigurant la chute du Summer of Love. Je voulais une bande-son très spéciale, et ça a rendu le film hypnotique. Je voulais faire l'équivalent avec l'électronique de ce que les Africains font avec des tam-tams et des percussions. Cette utilisation des percussions en Haïti et en Afrique dure des heures et des heures, et elle a un effet sur l'esprit. Ça provoque un état de transe. Aujourd'hui, Scorsese, Lynch ou Cronenberg reconnaissent leur dette envers les explorations de Kenneth Anger. Mais sa bande-son a aussi marqué les pionniers de la musique industrielle, comme Genesis P-Orridge, fondateur de Throbbing Gristle. L'idée de réduire le monde à une iconographie personnelle, créant une vision talismanique de ce qu'on croit être la réalité, a toujours été fascinante. Kenneth Anger est un des magiciens inventeurs des médias modernes. Il travaille la lumière et le son pour créer une mythologie qui, au moins potentiellement, donne aux gens l'inspiration nécessaire pour réaliser qu'ils peuvent changer ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'il est toujours autant d'actualité. Ça vous va ? Tous les films de Kenneth Anger baignent dans le cultisme que le réalisateur découvre au milieu des années 50 à travers les œuvres de l'anglais Aleister Crowley, fondateur du satanisme moderne. Un magicien anglais. Pas le genre de magicien qui fait sortir des lapins d'un chapeau, mais plutôt le magicien qui connaît d'autres mondes, dont il sait utiliser la force. Voilà qui était Aleister Crowley. Ces mots sont ma plus grande influence. C'était un rebelle. Et il a créé une communauté en 1920 à Cefalù, en Italie, pendant 3 ans avant d'être expulsé par Mussolini. Crowley a dit « Aime selon ta volonté, et ta volonté est la seule loi. » C'est ce que les hippies appelaient « Fais ce qui te plaît ». Aleister Crowley est aussi l'idole du guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, qui réalisera la BO inachevée du film d'Anger, Lucifer Rising, avant de truffer sa musique de référence à la magie noire. Mais le pire émule de Crowley reste Charles Manson. En août 69, lorsque sa famille massacre Sharon Tate, Kenneth reconnaît parmi ses adeptes l'un de ses jeunes acteurs, Bobby Beausoleil, qui apparaît entre autres dans Lucifer Rising. Les gens disent que je lui avais jeté un sort. Il a vraiment commis un meurtre. Il a tué un bouddhiste après un deal de drogue. Et il l'avait fait sous les ordres de Manson. De sombres histoires qui n'empêchent pas Anger d'être l'un des plus proches amis d'Anton LaVey, ex-organiste de cabaret et fondateur de l'église de Satan américaine. Jusqu'à sa mort en 97, celui-ci recrute dans sa secte des stars comme Jane Mansfield, Sammy Davis Jr. ou un jeune chanteur ordonné prêtre de la Church of Satan, Marilyn Manson.
Beelzebub. Diabolos. Mephistopheles. Baphomet. Jemhan-Parash. Hail Satan. This is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural feeling. C'était un ami proche et un très bon musicien. Il travaillait dans les cirques. Je n'ai jamais pris l'église de Satan au sérieux. Et lui non plus. C'était juste pour se marrer. Se prendre un peu pour le diable. Lucifer n'est pas le diable, c'est le dieu païen du soleil. Il est très beau. Un peu comme dans King Kong. Il était derrière moi et il a mis sa main, sa grande main ici. Et ses doigts étaient là. Une main, la main droite. Qui sait, c'était peut-être une vision. Il faut préciser devant quel tableau Lord Rothschild et Marina Abramovich posent. Ce tableau est intitulé « Satan convoque ses légions ». Donc évidemment, c'est très évocateur. Ils n'ont pas choisi la photo, date de 2019. Ils n'ont évidemment pas choisi ce tableau au hasard. C'est sans doute la photo la plus connue de l'évocation des liens sataniques contemporains de la famille Rothschild. Lord Jacob Rothschild est là avec Marina Abramovich, mais elle a surtout été connue donc pour des expérimentations pseudo-artistiques avec du sang. Donc on la voit organiser fréquemment des activités filmées où elle se déverse du sang humain ou du sang animal sur elle, où elle écrit sur des murs avec du sang, où elle utilise des têtes de bouc ensanglantées. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Le sang de tes morts, va-t'en, je dis. Comment? Enfin, je veux dire... Le climat et le réchauffement climatique, a priori, on peut agir.
Alors pas à l'échelle de la semaine, pas à l'échelle de l'année, pas à l'échelle de la décennie et même pas à l'échelle de quelques décennies. Enfin, on peut agir, mais les résultats ne sont pas massifs sur des échelles de temps courtes. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le CO2 est un gaz chimiquement stable. Donc une fois qu'il est dans l'air, il ne s'en va pas, donc pas facilement. Donc si on ne veut pas que ça augmente dans l'air, il ne faut pas en mettre. Ce qui veut dire que la température planétaire s'arrêtera d'augmenter le jour où les émissions mondiales de CO2 deviendront nulles. Alors que nous, si, bien sûr que si, on y arrivera. Vous savez, d'ici à 4 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge et englobera la Terre. Donc viendra un moment où il n'y aura plus d'émissions de gaz à effet de serre, c'est absolument certain. La seule question, c'est est-ce que vous le verrez, est-ce que vos enfants le verront, etc. Mais il y a un moment où ça va finir par se passer. Et tant que ce truc-là n'est pas arrivé, le climat continue de se dérégler, le climat continue de dériver, il continue de changer. Et s'il change, c'est qu'il ne reste pas comme il était avant. Donc on a des trucs nouveaux qui arrivent. Donc il y aura, tout ça est dans les rapports depuis des décennies, des dizaines, des canicules de plus en plus fréquentes, et la fréquence des canicules va augmenter plus vite que l'élévation moyenne de température. Encore une fois, l'information est disponible et sur la table depuis très longtemps. Après, moi je fais pas votre métier et je fais pas celui. Vous êtes désespéré? Non, je ne suis pas du tout désespéré. Si je peux me permettre, je suis un peu taquin vis-à-vis des gens qui disent « Ah quand même, regardez ce qui se passe !» Bah oui, il se passe ce qui doit se passer, quoi. Je trouve dommage, c'est même si mon père disait qu'il était enseignant, disait l'enseignement est un long rabâchage, c'est un peu dommage de remettre toujours, perpétuellement, de repartir toujours du même point de départ, quoi. Je veux dire, ce qui est en train de se passer, encore une fois, ne doit surprendre personne. Que ce soit désagréable, certes, mais ça ne doit surprendre absolument personne. Et par ailleurs, au prochain mois de novembre, est-ce que vous parlerez encore des canicules sur ce plateau? Donc, est-ce qu'on va de nouveau, au mois de novembre, s'exciter un peu sur la baisse des émissions ou l'adaptation au réchauffement climatique? Pas sûr. Donc, on est vraiment dans l'instant. Et par ailleurs, sur les magnétos que vous venez de montrer, on voit des gens, on ne voit pas les espèces autres, on ne voit pas les arbres en train de mourir, on ne voit pas les cultures qui souffrent, on ne voit pas les infrastructures qui se déforment, on voit pas, enfin je veux dire, il y a tout un tas de trucs qu'on ne voit pas, on voit juste des gens qui ont chaud, mais à la limite c'est le problème le moins grave. C'est pas tellement un problème de coût, c'est un problème de disponibilité. C'est-à-dire que si l'infrastructure est tellement... je vais vous donner un exemple rigolo. Enfin moi je le trouve rigolo, même s'il n'est pas rigolo. Le réchauffement climatique, il n'y a pas longtemps, a détruit un pont. Il peut détruire un pont. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de ponts, les piles sont posées sur des platiers en bois qui sont immergés en permanence, et c'est l'immersion en permanence qui maintient le bois en l'état. Et quand le niveau d'étiage baisse trop souvent, le bois se retrouve trop souvent exposé à l'air, pourri, et à ce moment, pouf, les piles de pont s'effondrent. Donc il y a un pont comme ça qui s'est effondré à cause du réchauffement climatique. Alors s'adapter, de temps en temps, ça va malheureusement être encaisser sa perte et pleurer. Je reprends l'exemple des forêts. Il faut quelques décennies pour faire un arbre adulte. Si le climat change et tue les épicéas, c'est quoi l'adaptation d'une forêt d'épicéas au changement climatique? C'est pas de forêt. C'est pas vraiment une adaptation. Parce que le temps que vous arriviez à planter autre chose, des cactus, des cèdres, je sais pas quoi, il va quand même se passer un certain temps. La volonté politique, c'est l'arbitrage des moyens qui nous restent. Alors de temps en temps, les moyens qui nous restent sont tellement faibles que même avec le bon arbitrage politique, il y a des trucs qui vont nous dépasser. Mais il y a aussi une affaire d'affectation des moyens et la très grande difficulté dans cette affaire, il y a un chroniqueur qui travaille dans l'excellent journal qui a été dirigé par mon voisin de gauche, Jean-Marc Vittori en l'occurrence, qui avait comparé la lutte contre le changement climatique à de l'économie de guerre. C'est-à-dire c'est de l'économie pas productive. C'est des investissements que vous devez faire simplement pour préserver ce que vous avez déjà. L'économie de guerre, c'est des mots forts. Oui, mais l'économie de guerre, c'est vous investissez dans des trucs qui ne produisent rien. Quand vous construisez des canons, très long terme. Quand vous produisez des canons, ça vous donne pas plus de logements, plus de voitures, ça vous donne rien de plus, quoi. C'est une prime d'assurance. C'est une forme de prime d'assurance que vous payez. Eh bien, en ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est exactement le même parallèle. On va devoir payer des primes d'assurance importantes, simplement pour conserver une partie de ce qu'on a déjà. Et évidemment, aujourd'hui, dans le paradigme économique qui est le nôtre, où on dit ce qui est important, c'est d'investir pour avoir plus. D'accord ? On avait déjà des trains et des voitures, puis on investit, puis on a l'IA en plus. Et puis on a les robots qui tournent tout seuls la plus en plus, etc. Alors qu'avec le réchauffement climatique, vous allez simplement devoir investir pour conserver ce que vous avez. Ce qui est beaucoup plus agréable, évidemment. Alors ça peut être une réponse. D'abord, il y a des climatisations qui ne sont pas des climatiseurs consommant de l'électricité. Par exemple, mettre un film réfléchissant sur les fenêtres, par exemple, mettre des auvents. Truc tout bête. Ça aussi, c'est un moyen de... Absolument, c'est un moyen de clim. Par exemple, assurer une bonne circulation d'air la nuit dans un certain nombre d'endroits. Même s'il fait chaud la nuit, il fait quand même moins chaud que le jour.
etc. Après, quand on recourt à une climatisation qui fonctionne à l'électricité, il y a un vrai problème et un faux problème. La consommation électrique de la climatisation aujourd'hui, dans la limite de ce qu'on est en train de consommer, a cessé d'être un problème parce que maintenant, tous les jours, entre 10h et 16h, l'été, il y a un afflux d'électricité solaire très important. Donc en fait, on a presque trop d'électricité. Donc la consommation électrique de la clim, c'est pas un sujet majeur. La première partie, consommation électrique, ça n'a pas de conséquences désagréables. Parce que l'électricité solaire, encore une fois, elle est dingue. Par contre, il y a une conséquence désagréable, c'est que ça extrait la chaleur de l'intérieur et que ça la rejette à l'extérieur. Donc à l'extérieur, il fait encore plus chaud. Donc plus il y a des gens qui se climatisent et plus vous augmentez l'effet îlot de chaleur à l'extérieur de la ville. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est sûr que ça augmenterait la température extérieure, oui, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas prendre le clim. Idéalement, non. Après, à l'hôpital, oui. Enfin, je veux dire, vous avez quand même un certain nombre d'endroits dans lesquels c'est mieux. Et encore une fois, dès que vous pouvez faire de la clim dite naturelle, c'est quand même beaucoup mieux. Alors moi, je ne suis pas un expert de l'évaluation des risques sanitaires liés à la fête de la musique, un jour de canicule, donc je ne sais pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est si la question implicite c'est à la place de Nunez, qu'est-ce que je ferais? La réponse est je ne sais pas. C'est un angle mort, absolument. Alors, c'est pas vraiment un angle mort quand il s'agit de défendre des activités existantes. Là, on en entend bien parler. Par contre, quand il s'agit de préparer les activités de demain, c'est plutôt un angle mort. Dans les activités, pareil, je vais prendre un exemple qui est le bâtiment. Ça fait depuis au moins le million de logements rénovés par an de Hollande que cet ordre de grandeur circule, qu'il faudrait rénover 1 million de logements par an. Et un rapide calcul vous montre que ça veut dire qu'il faudrait augmenter de 200 000 les artisans du bâtiment. Donc ça veut dire que ça devrait aller avec une politique de l'emploi pour faire rentrer des gens dans cette profession qui aujourd'hui peine un peu à se matérialiser. Vous avez également un problème dans l'agriculture, ou ne serait-ce que le renouvellement des exploitations n'est pas assuré. Enfin, donc, oui, l'emploi c'est un angle mort. Il y a un certain nombre de secteurs qui doivent se développer dans le cadre d'un pays qui devient moins dépendant des hydrocarbures. Et je vais revenir juste après sur le fait que de toute façon, ça va nous arriver. Pour le moment, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas bien regardé. Je sais qu'au ministère du Travail, par exemple, il n'y a pas de gestion prévisionnelle des compétences. Dans n'importe quelle grande entreprise, c'est un truc que vous faites. Hein. Vous avez une gestion prévisionnelle des compétences, vous savez à peu près ce que vous devez faire, etc. Ministère du Travail, il n'y a pas ça. Donc, oui, on peut dire que c'est un angle mort. Alors, moi, je ne suis pas climatologue, mais Christophe Cassou, il n'y a pas très longtemps, a déclaré sur le plateau de France Info que 50 degrés, ce n'était pas une question de si, c'était une question de quand. Voilà. Ça nous donne chaud. En tout cas, c'est encore une fois, j'insiste. Enfin, je veux dire, tout ça était écrit. Oui, mais sauf que vous nous dites qu'on ne peut rien faire. À court terme, non. C'est comme, je vais prendre un parallèle sanitaire qui vaut ce qu'il vaut. Puisque tout à l'heure, la ministre de la Santé parlait de l'alcool. Si vous dites à quelqu'un qui fume, tu ne devrais pas fumer parce que tu vas avoir des ennuis, le jour où cette personne a un AVC ou un cancer du poumon, c'est difficile de revenir complètement en arrière. Le changement climatique a une inertie absolument considérable. Et donc, une fois qu'on commence à avoir des conséquences désagréables, il n'y a pas de remise en état du système qui est possible. Voilà. On dépense 40 milliards d'euros par an pour éviter un réchauffement de 0,00056 degrés par an. Exactement. Presque invisible. Absolument invisible, évidemment. À ce rythme-là, il faudrait patienter 18 000 ans pour que la France réchauffe la planète d'1 degré. David Brower, qui est le premier directeur exécutif du Sierra Club, la grossesse devrait être un crime punissable contre la société, à moins que les parents aient une licence du gouvernement. Tous les parents potentiels devraient être tenus d'utiliser des contraceptifs chimiques et des antidotes seraient donnés par le gouvernement aux citoyens choisis pour procréer. Il y a aussi Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial, si j'avais su ça à l'époque. La chose la plus miséricordieuse qu'une grande famille peut faire pour un de ses enfants est de le tuer.
On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, hein. C'est parce qu'on ne veut pas. Après, il y a 2 savants aussi très intéressants de l'université de Melbourne, Alberto Giubilini et Francesca Minerva, dans un article publié dans le Journal of Medical Ethics, pas n'importe quoi. Nous croyons que lorsque des situations similaires à celles justifiant l'avortement se produisent après la naissance, on devrait être autorisé à ce que nous appelons l'avortement post-natal. Donc, dire que le meurtre d'un nouveau-né peut être éthiquement acceptable dans les circonstances telles que celles d'un avortement. Ces circonstances comprennent, outre les handicaps, les cas où le nouveau-né a le potentiel d'avoir une vie décente, mais le bien-être de la famille est en danger. Alors elle est incroyable parce que, évidemment, elle a reçu des menaces de mort et tout du monde entier et elle ne comprend pas. Et elle dit, je ne comprends pas, avec un grand sourire, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont après moi parce que c'était un document qui devait rester juste entre scientifiques. Alors il y a aussi une volonté qui est évidente de nous arracher tout ce qui nous reste d'humain. D'ailleurs, il y a des écrits de Vincent Payon, enfin de gens qui veulent enlever tous les repères, les déterminismes familial, social. Je pense qu'ils veulent prendre le contrôle de la reproduction humaine, comme ils l'ont fait pour les semences et comme ils l'ont fait pour la reproduction animale. Et d'un autre côté, on fait d'un côté rendre les gens stériles et éradiquer un peu tout ce qui reste après qu'ils aient bien fait croquer les labos, et d'un autre côté fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. D'ailleurs, on le voit parce que toute la recherche, tout l'argent de beaucoup d'organismes dans la recherche génétique va pas à simplifier la vie ou à trouver des parades ou des médicaments contre les gens qui ont vraiment des gros problèmes de santé ou des maladies orphelines. Ça va surtout à la manipulation génétique. On vient d'entendre, ils ont trouvé des nouveaux spermatozoïdes, vous avez entendu. C'est-à-dire que d'un côté, les pesticides rendent les mecs infertiles, les ondes rendent les femmes stériles, mais on va fabriquer l'utérus artificiel, les spermatozoïdes artificiels, enfin on va tout nous vendre. Aldous Huxley d'ailleurs disait à l'époque, il me semble parfaitement plausible qu'il y ait dans 1 ou 2 générations une méthode pharmacologique pour que les gens aiment leur servitude et produisant une sorte de camp de concentration pour des sociétés entières, afin que les gens privés de liberté aiment ça, parce qu'ils auront perdu tout désir de se révolter par la propagande, le lavage de cerveau provoqué par des méthodes pharmacologiques. Mais c'est pas tout. Vous comprenez pourquoi ça m'a pris du temps. Le rêve de ces branques, c'est aussi de voir l'homme et la machine fusionner, c'est le transhumanisme. On fait que l'ordinateur puisse télécharger les cerveaux, et les cerveaux les programmes ordinateurs. Alors ils disent que c'est pour être plus performant, pour qu'on puisse se réparer tout seul si on a une cellule du foie qui ne marche pas, hop, on appuie sur un bouton et l'ordinateur en nous répare, etc. Il y en a même qui pensent atteindre l'immortalité, ou en tout cas vivre 200 ou 300 ans. Là aussi, je vous invite à aller voir un monsieur qui s'appelle Kurzweil. C'est l'autre Barjot, il faut voir sa tête, quoi. Il y a le premier qui fait les épandages, David Keith, et lui, qui croit, alors lui, il croit dur comme fer, lui, c'est pas un escroc, il croit dur comme fer que l'avenir du monde, c'est d'être branché sur un ordi et d'avoir un ordi connecté. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si nous ont fait passer la théorie du genre et des trucs comme ça, c'est-à-dire que les humains à ce moment-là ne se reproduiront plus, seront pas distraits parce qu'ils sont amoureux, n'auront pas, seront plus performants dans leur boulot puisqu'ils seront fabriqués exactement avec les gènes qu'il faut pour tel et tel truc. En fait, c'est le meilleur des mondes, hein, mais c'était pas un roman de science-fiction, c'est Pierre Hillard qui m'a appris ça il y a quelque temps. En fait, bon, la question, c'est qu'on se dit, quelqu'un qui est connecté 18 heures par jour à un computer, effectivement, qu'est-ce qui va lui rester d'humain, quoi ? Qu'est-ce qu'il va avoir comme empathie pour ses voisins ? Enfin, leur but, je pense, c'est effectivement d'avoir d'un côté les élites, une petite
un petit noyau d'élite, et les autres qui sont des esclaves performants. Et tout se tient parce qu'en fait, effectivement, ils travaillent sur les utérus artificiels. Ils veulent, pour leur indépendance, effectivement, après tout ce qu'on a dit, hein, que la reproduction sorte du ventre de la mère. Ils veulent pouvoir contrôler la reproduction dans un utérus, etc. Il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent sur le net où on voit des femmes qui se sont fait avoir par ce genre de trucs, c'est-à-dire des cliniques américaines qui recrutaient, qui regardaient par exemple sur Facebook les femmes qui parlaient de leurs difficultés d'être enceintes, etc. et qui les recrutaient en leur disant « mais nous on a les plus grands, enfin les derniers équipements et si votre bébé peut être sauvé, il faut venir chez nous ». Et en fait, au bout de 2 mois, on leur enlève le bébé, on le met dans un utérus artificiel. Évidemment, le bébé meurt. Et donc, ils sont en pleine expérimentation de ce genre de trucs. Et après, ils sont aussi en train de changer notre ADN, on l'a vu, d'introduire en nous des matériaux artificiels qui sont capables de prendre la place. Alors, je ne peux pas tout mettre dans une conférence, mais vraiment, il faut regarder. Ils sont vraiment en train de faire... On trouve des traces d'ARN artificiel, d'ADN artificiel à l'intérieur des biopsies des gens dont je parlais tout à l'heure. D'où, quand j'ai dit tout au début de la conférence que le premier mec qui avait parlé des chemtrails, qui s'appelait Cliff Carnicom, disait qu'il avait trouvé des cellules sanguines humaines et tout le monde s'est foutu de lui, mais en fait, il y a des chances qu'il ait eu raison. Donc en fait, ils veulent que la Terre soit peuplée d'espèces qui sont fabriquées par quelques cartels et avoir le monopole de la reproduction comme ils ont... puisque en fait, la biologie devient contrôlée par la technologie. C'est le pari de Google, il faut le savoir, parce que pour nous tous, jusqu'à ce qu'on soit au courant, Google, c'est une entreprise qui permet de mettre les gens en relation, d'avoir les informations sur tout ce qu'on peut bien vouloir chercher sur le net. En fait, le fameux Kurzweil dont je parlais vient d'être recruté par Google, et c'est lui qui est à la tête de tous les savants qui sont chez Google. Il faut savoir que Google vient de racheter toutes les sociétés qui ont trait au transhumanisme, à la recherche génétique. Ils ont le quasi-monopole de l'embryologie par génie génétique. Juste pour vous en laisser un petit pour la route. Les dernières recherches génétiques ne vont pas au progrès, comme je disais, sur les maladies. Ils sont en train de créer des chimères homme-animal. Le Daily Mail a dit en 2011 qu'il y avait 150 hybrides comme ça, homme-cheval, greffés des cœurs humains, de fœtus humains sur des rats, des trucs absolument abominables. Et d'ailleurs, il y a un document de la NASA qui s'appelle « The Future is Now », où il demande comment amender la Constitution pour donner des droits à ces humains non... Je fais griller ma côte de bœuf en plottant le cul d'une meuf, en chantant. Et je chie sur cette époque, et je chie sur tous les woks, en chantant. Et si ça vous plaît pas, j'irai, oui, me torcher dans vos draps.